Emmanuel Fraisse qui va nous rejoindre tout de suite pour démarrer cette soirée autour du business digital avec un livre que vous avez consacré à ce business digital. Vous devez avoir un micro qui doit être juste en dessous, ici, que vous allez pouvoir allumer. Et pendant ce temps-là, je vais simplement dire que vous êtes vraiment un spécialiste. On vous appelle digitaliseur, hein, c'est le nom que l'on utilise pour votre métier. Vous êtes consultant en digital business et réseaux sociaux, donc ça n'a pas de secret ou très peu pour vous. Vous êtes enseignant aussi à Sciences Po et vous avez signé, je disais, ce livre sur lequel on s'est largement appuyé pour cette soirée. Business is Digital, c'est le moment. C'est le moment ou est-ce que c'est presque déjà trop tard? Un point très important, je suis un praticien aussi. C'est-à-dire que je passe une bonne partie de mon temps à prendre des leçons en start-up. Je suis incubé dans un incubateur. Et le reste du temps, je donne des leçons. En tout cas, j'essaie de transmettre ce que j'ai pu pratiquer. Parce que, voilà, ça c'est un point très important. Alors, est-ce qu'il est trop tard pour le digital? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. En revanche, tout s'accélère. Oui, en revanche, tout s'accélère très fortement. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette soirée la disruption digitale, la révolution du numérique. En quelques mots, si on devait définir ce qu'est la disruption digitale, parce que pour certains comme moi, il y a encore 3-4 mois, c'était pas évident pour moi, disruption digitale. La disruption digitale, c'est quand même un moment assez historique qu'on est en train de vivre, qui explique qu'on est dans un contexte de révolution exponentielle. Vous connaissez la loi de Moore, plus ou moins, c'est-à-dire que quand vous avez un PC d'une certaine puissance en année 1, l'année 2, ça va être 2 fois moins cher, l'année 3, ça va être 3 fois plus puissant et 3 fois moins cher. Donc les technologies sont vraiment exponentielles, les usages humains sont plutôt linéaires et les organisations sont à la traîne. Et c'est là que les bactéries attaquent. C'est-à-dire que la disruption digitale, c'est l'écart qui est entre les organisations, les humains, les usages humains, et les technos, c'est-à-dire on est à un moment où il y a un basculement vers le digital. Je ne dis pas 100% digital, mais je dis que le digital est au cœur de toutes les problématiques, de toutes les industries, de tous les services, que ce soit RH, logistique, marketing, communication, etc. Alors quand on vous demande un exemple par exemple de disruption digitale, vous me dites, il y en a un qui me vient à l'esprit immédiatement, c'est Accor qui s'est fait damer le pion, mais alors sans s'en apercevoir, par un certain site internet qui n'a jamais eu chambre d'hôtel à vendre, qui s'appelle Booking.com. Expliquez-nous comment ça c'est possible. C'est ça la disruption digitale, ils étaient à la traîne, ils se sont fait avoir. Accor s'est fait un peu manger à différents niveaux de sa chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'ils ont laissé la réservation à Booking. Qu'est-ce que c'est Booking? C'est Booking gardait l'adresse mail des clients qui allaient dans les hôtels. Et les hôtels ne récupéraient pas les adresses mail des clients, n'avaient pas les données sur les clients. En tout cas, pas l'adresse mail et pas le comportement d'achat et de réservation de ces clients-là. Donc là, qu'à cela ne tienne, ils se sont dit, on va rénover nos hôtels. Qui c'est qui peut nous attaquer sur les hôtels? Et là, ils se sont pris Airbnb. Donc c'est dommage, c'est pour vous dire que personne n'est à l'abri. Et le problème, c'est que l'innovation vient toujours du côté. C'est jamais le lecteur historique qui va créer, ou très rarement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas intérêt à se cannibaliser lui-même. Il a un modèle économique qui marche, plus ou moins, donc il a une rente, donc il traite la vache jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus de lait. En plus, c'est pas forcément dans son ADN, peut-être qu'il ne comprend pas le digital. Bref, beaucoup de choses qui font que les acteurs traditionnels, petits, grands, moyens, souvent sont mieux par rapport à ce qui se passe, d'où l'importance de l'écosystème et de la collaboration. Alors Emmanuel, vous dites disruption digitale parce que aussi des digues digitales sont en train de céder, on en voit tous les jours. Quand vous dites digues, c'est parce que certaines professions réglementées, par exemple, ont voulu endiguer pendant des années Internet, les réseaux sociaux, c'est ça? Et aujourd'hui, ça leur saute à la figure? L'innovation est jamais bien perçue par les acteurs en place, qui sont là pour défendre une rente. On peut prendre des vieux exemples, c'est-à-dire que la bande FM a été bloquée très longtemps technologiquement par les acteurs qui étaient sur les AM. Et donc il y a toujours un travail difficile par les challengers qui arrivent, et on arrive à un moment maintenant où le changement, c'est vraiment effectif. Ce qu'on imaginait il y a 10-15 ans se produit par le client. C'est-à-dire que si le client adopte votre produit mais que la législation ne le fait pas, ça peut passer. Si le client n'adopte pas votre produit et que la législation n'est pas en votre faveur, ça ne passera pas. Mais là, on voit bien la relation client, ce que fait Uber, ce que fait Amazon. C'est forcément des gros changements en termes de relation client. Et le client, il a maintenant la mentalité d'un enfant de 3 ans sur Internet. Il a que des droits, il n'a pas de devoirs. Il veut tout de suite maintenant et très bien. Et ce qui fait qu'on voit que les réflexes sont arrivés notamment par les GAFAM, vraiment les entreprises
aux États-Unis, l'empire digital américain, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. C'est ça GAFAM. Microsoft, quand même le GAFAM. Mais on a tendance à trop regarder du côté des États-Unis et pas assez du côté de la Chine avec les BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, sans compter les petits nouveaux, les Natu. Vous pouvez briller en société avec ça. Ouais. Netflix, Airbnb, Tesla, Uber. Bref, c'est des sociétés qui ont un focus à 100% sur les clients. Les intermédiaires ne les intéressent pas, d'ailleurs, ils sont en train de désintermédier pour eux-mêmes redevenir les vrais intermédiaires. Ouais. Est-ce qu'ils se cannibalisent entre eux? Est-ce qu'il y a une stratégie qui sera plus payante chez Google que chez Amazon ou Alibaba, par exemple? Je pense qu'il va gagner à la fin, en gros. Il y a une question de souveraineté par rapport à ça. Je crois que c'est les deux zones géographiques où on a des leaders digitaux qui peuvent faire la différence au niveau mondial. Alibaba est arrivé en France, par exemple. Alibaba, pour vous donner un chiffre, Alibaba c'est de la vente, donc C2C, enfin entre consommateurs et entre professionnels, mais c'est aussi de la banque, c'est aussi ils ont l'équivalent d'Uber, ils ont énormément de choses. Et le 11-11 de l'année dernière, donc le 11 novembre de l'année dernière, ils ont fait en une journée 13 milliards de chiffre d'affaires. Je dis bien 13 milliards, c'est-à-dire le PIB du Sénégal. Donc nous on est obsédés par les GAFAM, il se passe d'énormes choses en Chine. Les masques là-bas, c'est pas les mêmes au niveau mobile, au niveau paiement mobile. Donc il y a deux empires qui sont en train de s'opposer et ça pose un vrai souci pour l'Europe qui manque de vision stratégique très fortement au niveau digital. Alors 13 milliards d'euros, je reviens parce qu'on l'a glissé comme ça, mais c'est énorme, hein, le PIB du Sénégal en un an. Quelle leçon faut-il en tirer? C'est que tout le monde va sur Alibaba aujourd'hui, qu'on ait 20, 30, 40, 50, 60, 80 ans. C'est-à-dire que le marché est suffisamment mûr pour qu'on vienne dans ce supermarché et consommer pour 13 milliards en une journée. C'est un peu l'équivalent du Black Friday en Chine, c'est-à-dire c'est une fête commerciale. C'est la fête des célibataires qui est devenue une fête commerciale. Ce que j'en retiens, c'est la loi des grands nombres. C'est-à-dire qu'on impose des standards quand on a beaucoup de clients. Je pense aussi que c'est une question. Les usages sont rentrés vraiment dans toutes les générations, beaucoup de générations. En France, en termes de seniors, vous avez quand même 2/3 de seniors qui sont connectés. Un des usages phares chez eux, c'est la consultation des services bancaires, parce que la tablette a changé les choses. C'est-à-dire que c'est de plus en plus simple d'être digital. Avant, il fallait un ordinateur, une souris, démarrer l'ordinateur, ouvrir un logiciel. Maintenant, la tablette, le téléphone deviennent très intuitifs et on en revient toujours à cette orientation client qui fait vraiment la différence, que ce soit en Chine ou aux États-Unis. C'est ça qui change tout. En France, c'est que la fourchette. C'est qu'en appuyant sur un bouton, ça s'allume tout de suite. Et c'est ça qui fait que les seniors aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à Internet et à ce qui s'y passe, et donc consomment aussi sur Internet. Et vous m'avez dit, c'est grâce à ces objets connectés, et vous appelez ça dans votre jargon le KISS. Ça veut dire quoi le KISS? Keep it simple, stupid. Voilà. Un short. C'est avec 2 ou 3 S, ça va dépendre. Qu'un enfant de 2 ans puisse pouvoir se connecter, et c'est le cas. On a tous dans nos familles des bébés qui jouent avec ces tablettes ou nos iPhones. Vous vous retrouvez avec des nouvelles générations qui sont à côté des télés, qui font comme ça, et oui. l'image ne change pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas. Et alors, ça, c'est la génération quoi? C'est encore plus que la génération Z qui est la On est un peu perdu, on appelle ça la génération K, la génération C, connectée. On est un peu perdu parce que ça va vite, il y a une compression des générations, et vous demandez à quelqu'un de 20 ans s'il est digital, il va dire non, c'est ceux qui arrivent qui sont digitaux. Donc il faut vraiment s'entourer des gens qui se représentent et qui ont les usages de demain. Et ces consommateurs qui sont de plus en plus nombreux à utiliser, aujourd'hui vous dites ils dictent la loi en gros aux entreprises, c'est-à-dire qu'on a complètement inversé la tendance, c'est ça? Il y a une logique de demande sous 2 angles, c'est qu'il y a un marché qui est drivé, qui est maintenant guidé par la demande, et puis il y a le marché à la demande. Le on-demand economy, c'est-à-dire que le consommateur, plutôt que d'ubérisation, je préfère parler d'économie on-demand, c'est-à-dire que je veux une voiture avec chauffeur maintenant où je suis. Je veux m'abonner à un produit et puis pouvoir arrêter avec ce produit, c'est-à-dire que la propriété m'intéresse moins maintenant que l'expérience que je peux avoir. Donc je veux des choses maintenant. C'est pour ça que l'Uber, c'est ça, c'est que je veux un taxi maintenant. Et maintenant, Uber est en train de changer de modèle en disant tu peux réserver aussi ton Uber pendant 15 jours, 3 semaines, un mois. Du coup, comme le consommateur a presque à chaque fois maintenant le dernier mot, vous dites une entreprise, aujourd'hui, ça doit être une conversation permanente entre le consommateur et l'entreprise. Vous avez un exemple, pareil, pour cette formule, vous avez un exemple précis d'entreprise qui fonctionne vraiment bien avec ses consommateurs et qui les écoute et qui du coup modifie ses process?
Alors, je vais encore vous parler d'une grosse entreprise. Je vais vous présenter juste ça, l'équation économique du digital. C'est que si vous êtes digital, alors si vous n'êtes pas celui qui gagne, vous perdez. Je m'explique. Si votre produit est digital, si les services qui sont associés à votre produit ou service sont digitaux, et si votre relation client est digitale, alors il n'y en a qu'un qui gagne. Et c'est Airbnb, par exemple, qui est en train de rappeler la mise sur ça, c'est-à-dire que leur produit, c'est la mise faire l'intermédiation entre des offres et des demandeurs pour les vacances, pour les logements, voyage business et autres. Tout ce qu'il y a autour d'Airbnb, c'est digital. Vous pouvez demander à récupérer les clés à côté de l'endroit que vous avez loué. Et puis la relation client est digitale avec Airbnb. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce site-là, vous n'appelez jamais le service client. C'est quand même un site exceptionnel, c'est que on est très focalisé sur le téléphone. Airbnb, vous savez pas où est le numéro de toute façon. Vous pouvez pas le trouver, c'est pas possible. Donc tout se fait d'une façon digitale. Donc ça, c'est un exemple de société vraiment axée sur sur ces sujets-là de problématiques de clients. Vous avez travaillé sur la relation client sur un site internet, puisque vous le disiez, vous travaillez aussi dans la vraie vie, hein, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui venait faire des conférences et des cours. Animote.fr, vous m'avez dit comment vous avez travaillé la relation client avec ce site, et d'abord présentez-nous ce site rapidement. Animote, c'est une plateforme de service pour les propriétaires d'animaux. Donc on en fait du pet sitting, donc il y en a certains qui font garder leurs enfants, nous on permet à des gens de faire garder leurs animaux. Donc les chiens, les chats, et moi j'ai un caméléon. C'est vrai? C'est un Mac? Et d'autres bêtes, j'ai un axolote pour ceux qui sont fans. Et donc pour vous dire que c'est une plateforme d'intermédiation entre des gens qui recherchent des gardiens et des gardiens. Notre relation client est donc très forte pour bien comprendre les deux parties. C'est une plateforme qui a bénéficié d'un site pas d'une extrêmement grande qualité jusqu'à il y a quelques mois. Là, on a un gros travail sur la plateforme. Mais en revanche, la relation client était impeccable. Facebook, c'est pas le meilleur site, mais il répond à un besoin. Donc on prenait beaucoup les avis au niveau des clients. Et même actuellement, dès qu'on fait une modification, on regarde un peu les stats avant. On fait les modifications. Et si on voit que les stats ne sont pas bonnes, on a les clients au téléphone à longueur de journée. On leur demande qu'est-ce que vous pensez de ça ou de ça. Et en changeant par exemple la grosseur d'une case dans un formulaire, on a gagné 5 points de conversion, ce qui était énorme en termes de business. Donc on est dans du test and learn, relation client, vous avez une idée, vous la testez, ça marche, c'est bien, ça marche pas, vous demandez aux clients live ce qu'ils veulent. C'est très très efficace, et un site moyen avec une excellente relation client va beaucoup mieux marcher qu'un bon site avec une relation client moyenne. Alors on va parler d'un site peut-être avec une relation client moyenne, et on va revenir sur ces entreprises justement qui ne se mettent pas à l'internet et aux réseaux sociaux et qui ne rentrent pas dans ces nouvelles technologies. Vous avez, pour nous expliquer ça, une courbe qui s'appelle la courbe d'adoption de l'innovation, et on a un exemple, c'est encore, ça tombe sur eux, la société Accor. On m'a dit, chez Accor, c'est une catastrophe, on ne s'adapte pas. Alors, quelque chose d'assez fascinant qui s'est passé, c'est que Accor a pris le train en retard. C'est une grosse boîte, donc pas forcément représentatif pour nous, même pour moi, plutôt un start-upper. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris un vrai virage digital. Ils ont par exemple créé un comité exécutif des moins de 35 ans, des jeunes potentiels de moins de 35 ans en interne. Donc vous avez des moins de 35 ans qui donnent leur avis au comité exécutif global. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a une semaine, c'est que le PDG, qui est vraiment quelqu'un de bien et qui a un numéro 2 qui est vraiment très très bon, il a dit deux choses. Un, j'ai fait une erreur. Deux, j'ai sous-estimé les freins en interne. Donc j'ai fait une erreur. C'est que ce comité de moins de 35 ans, en fait, j'aurais pas dû limiter à moins de 35 ans. J'aurais dû prendre des gens plus anciens, mais qui sont matures en termes d'usage technologique. Et la deuxième chose, il a dit, j'ai 30% de personnes en interne qui sont réfractaires au changement. Donc quand un PDG dit ça, je vais vous dire, et qu'on est dans les 30%, on peut se poser des questions sur la suite. Et c'est illustré très bien par cette vieille courbe de la diffusion de l'innovation, ou de l'adoption de l'innovation, qui doit avoir peut-être 40 ans, qui a été utilisée par Microsoft et autres. On vous explique que quand une technologie arrive, vous avez les innovateurs qui sautent dessus. Alors eux, ils aiment les bugs, hein. Il faut que j'ai des problèmes, ils adorent ça. Après, vous avez les early adopters, donc les premières personnes qui vont l'utiliser. Eux sont un peu plus sur les usages. Ensuite, la majorité précoce. Et ensuite, vous arrivez sur la majorité tardive. Là, c'est plus compliqué de les convertir, et les retardataires. Et vous retrouvez un peu les 30% qui sont évoqués par le PDG d'accord. Et la vraie difficulté, c'est d'arriver à faire passer des produits des early adopters à la majorité précoce. Et ça peut se faire en très peu de temps maintenant, avec justement tout ce qui est digital et qui est tellement simple d'usage
que très vite les usages rentrent dans les mœurs. Je donne un exemple, c'est Skype et WhatsApp. Qui utilise Skype? Qui utilise WhatsApp? Ah, c'est pas les mêmes, non? C'est pratiquement... Ouais, c'est équivalent, mais c'est pas tout à fait parité, là. En fait, Skype, peut-être en 10 ans, a récupéré 200 millions d'utilisateurs. WhatsApp, en peut-être 5 ans, a récupéré quasiment 1 milliard. C'est-à-dire que les adoptions sont exponentielles. Si vous donnez le standard, vous explosez le marché. Et vous avez même des boîtes qui naissent sur ces solutions-là. Au Brésil, vous avez des groupes qui font payer les échanges sur WhatsApp. C'est-à-dire que vous êtes une plateforme, WhatsApp plateforme, et vous collez dessus. Et en e-shopping, ce qui est en train de se passer, c'est les bots artificiels Messenger de Facebook qui est en train de devenir une plateforme de e-commerce. En tout cas, c'est leur vision. En disant qu'il y en a qui ont connu les ordinateurs, donc ils ont connu les OS. Ceux qui sont au téléphone connaissent un peu les OS, mais vont surtout connaître les bots et les messageries instantanées comme WhatsApp, et que le business va se faire maintenant là-dessus, que les messengers, les messageries instantanées, vont devenir des endroits d'intermédiation entre les marques et les clients, avec de l'intelligence artificielle ou une action humaine. C'est assez fascinant. Donc ces personnes-là n'auront peut-être pas connu avant les systèmes d'exploitation sur ordinateur. Et là, on rentre dans ce que vous appelez le choc des générations, c'est très bien expliqué dans le bouquin, et l'entreprise libérée. Choc des générations, vous parlez d'un combat, et on va avoir une image opposant Faber et Ludens. En gros, c'est le Jedi et le Padawan. Expliquez-nous ce que c'est Faber et Ludens. En fait, toute génération il est intéressant de voir que si les générations travaillent en synergie, ça va être beaucoup plus simple pour la suite. Le problème, c'est quand il y a des résistances d'un côté ou de l'autre. Donc là, je ne parle pas d'âge exprès, parce que, comme dit le PDG, vous avez des personnes de 50 ans qui sont très orientées digital. Je vais vous donner l'exemple d'une directrice de communication que j'ai coachée. Elle avait une 50aine d'années, et sur les 3 derniers mois, elle avait très peu utilisé son ordinateur. Je lui demande, mais pourquoi vous n'utilisez pas votre ordinateur? Elle dit, j'ai une tablette. Vous avez une tablette? Bah oui, mais j'ai avec Siri. Donc ça me rappelle le dictaphone que j'utilisais avant. Donc en fait, elle dictait tout par sa tablette. C'est complètement improbable. Et c'est ses petits-enfants qui l'avaient habitué à ça. Donc les Faber, les Ludens, vous avez les Faber qui sont c'est les sachants, ils sont tournés vers le futur, ils sont analytiques, ils sont cadrés, ils sont rationnels. Vous avez les Ludens, c'est les jeunes fous. Ils sont drivés par le jeu, par le présent, l'instant présent, la connexion avec les autres. C'est-à-dire qu'ils ont externalisé leur cerveau, pour faire simple. C'est-à-dire que Google est plus intelligent que les parents, que le patron, que les profs, ce qui est assez désagréable. Ce qui m'a conduit à écrire ce livre, chapitre 3 ou chapitre 4, c'est sur la nouvelle génération, j'arrivais plus à les comprendre. Et en fait, je me suis rendu compte que je les ressemblais, donc j'étais embêté. C'est les Z? C'est les Z, génération Z, ouais. Comment la génération Z vous montre le futur. Et c'est cette génération-là qui a d'autres repères. C'est pas moins bien ou mieux. On a toujours dit que les jeunes étaient trop différents et qui cassaient tout, qui ne comprenaient rien. S'ils ne sont pas là pour mettre un peu le bazar, bah, c'est dommage. Voilà. Après, ça dépend où on met le curseur. Ouais. Donc les Faber et les Ludens doivent travailler ensemble. C'est une question de génération, mais c'est surtout une question d'approche du digital. Alors, un premier conseil peut-être qu'on pourrait donner aux entrepreneurs ici qui vous écoutent avec beaucoup d'attention, j'en suis certain. Comment réussir le virage du digital? Il faut faire comme un sportif, vous m'avez dit. Il faut digitaliser tous les jours. On vous congèle, vous faites hibernatus, hibernatus avec un E. Ça, je vais garder ça. On vous congèle pendant 1 an, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Ça va trop vite. Je donne un exemple, Periscope, Facebook Live, ça n'existait pas il y a 6 mois. C'est quoi? C'est de la vidéo live. Donc Periscope, ça date de mars de l'année dernière, donc c'est un peu plus d'1 an. Mais en fait, ça va trop vite. C'est-à-dire qu'au bout d'1 an, c'est plus ce qui se passe. La programmatique, le RTB, tout ce vocable ésotérique fait qu'en 1 an, vous êtes complètement has-been. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas être à niveau. Moi, les personnes qui font que des conférences, ça m'embête sur le digital, ou des formations. Je refuse d'être que formateur. Je suis obligé de pratiquer la majorité du temps. C'est l'échauffement. Et ensuite, on transmet. Donc la pratique, c'est super important. La collaboration, c'est très important. Vous êtes incapable, seul, de comprendre ce qui se passe. Il y a 3 milliards de personnes qui sont connectées actuellement au digital, dans le monde digital. Vous en avez 3 milliards qui sont en train d'arriver d'ici 5 ans avec des règles complètement différentes. Un des plus gros opérateurs de paiement mobile, il est kenyan, il s'appelle M-Pesa. C'est une joint venture entre une entreprise locale et Vodafone, si je ne me trompe pas. Et ils sont en train de remonter vers l'Europe par la Roumanie. Alors,
c'était l'année dernière, ils sont en Inde et autres. Le mobile au Kenya, c'est un succès. Il faut arrêter de se regarder le nombril en Europe, voire de regarder que les États-Unis, de voir ce qui se passe à la fois en Asie, Chine particulièrement, et puis en Afrique. Beaucoup de choses sont en train d'être inventées dans l'innovation frugale, c'est-à-dire faire mieux avec beaucoup moins. Voilà, et c'est peut-être le moment de citer quelqu'un qui vivait dans les années 40, Winston Churchill, qu'on retrouve dans votre livre au moment où on parle justement de s'adapter. Il disait, en gros, je ne sais pas si je vais le trahir, il faut s'adapter au changement et le prendre par la main, parce que sinon il va nous prendre par la gorge. Donc en gros, c'est ça. Aujourd'hui, vous dites une entreprise qui ne s'adapte pas au digital, c'est une entreprise qui va mourir clairement. Elle n'est pas bien barrée, on va dire. C'est-à-dire que je ne crois pas au monde 100% digital. On peut avoir des discours alarmistes en disant si t'es pas digital, tu vas mourir. Disons qu'il y a quelqu'un qui va arriver, et peut-être que c'est quelqu'un qui est dans un autre secteur, mais qui est la relation sur vos clients, et c'est lui qui rafle la mise. Je donne un exemple, sans vous dire si ça va gagner ou pas, mais Uber a la relation avec les gens qui peuvent être livrés au niveau de la restauration. Donc Pizza Pino a comme concurrent Uber. Voilà. Vous avez Tesla aussi, qu'on voit beaucoup dans la voiture, mais ils sont en train de faire des navettes spatiales et autres. C'est-à-dire que les points sont en train d'être connectés très différemment par ceux qui sont orientés digital. Alors on va terminer justement, on parlait de Tesla, on avait une petite vidéo de la Rovolution. Alors pour ceux qui ont vu peut-être sur France 2 une très bonne émission de François Langlais il y a quelques semaines, vous avez vu ce genre de véhicule, des robots, et la question qu'on se posait dans cette émission, c'est les robots vont-ils nous piquer notre boulot, ou est-ce qu'au contraire la digitalisation et les robots, ça va créer de l'emploi? Dites-nous que ça va créer de l'emploi, parce qu'on voit qu'il faut avoir un chiffre pronostic, mais dites-nous aussi la vérité. Ça va créer des emplois. Je n'ai pas dit que ça allait créer plus d'emplois qu'en détruire. La révolution, c'est l'exemple. Ça en détruira plus que ça n'en créera. Oui. C'est-à-dire qu'un robot est incapable d'aller chercher, par exemple, une pièce au fond d'une poche. Elle n'a pas cette sensibilité. En revanche, sur tous les secteurs dans lesquels on peut gagner en productivité, les robots seront là, les robots liés à l'intelligence artificielle. Il faut bien voir la chose. Et ce qu'a fait Google il n'y a pas longtemps est assez énorme, c'est qu'ils ont un logiciel de deep learning, donc auto-apprenant. Le cœur de ce logiciel a été mis en open source. C'est-à-dire que maintenant, pour installer un standard, il faut l'ouvrir. C'est-à-dire que vous gagnez plus à ouvrir vos technos et à travailler avec les autres qu'en gardant les standards pour vous en tant que propriétaire. Donc l'intelligence artificielle est en train de monter, les bots sur les messengers vont exploser, et Tesla est à la confluence et à la jonction entre les robots dans la chaîne de production. Je vous renvoie aussi à d'autres robots, un robot qui s'appelle Baxter, il copie ce que fait l'humain dans la chaîne de production. Il regarde, mimétisme. En revanche, il n'est pas capable de créer des émotions. Je vous renvoie à un professeur fou aussi au Japon qui est fabuleux, qui a fait son clone. Il est magnifique, lui, hein. Je l'ai vu, il est magnifique. Mais maintenant, il est obligé de se faire une chirurgie esthétique pour ressembler à son robot. Ouais, c'est vrai, parce que le robot lui dit plus. Oui. Le robot, il n'a pas inventé ça. Et Tesla est un très bon exemple par rapport à ça. Ils ont compris qu'on était dans un monde de data. Dans le monde de data et de productivité accrue, les robots et l'intelligence artificielle vont pas faire la loi, mais vont prendre une place près de nous. Et en matière de robots, les Français sont très très forts. On va peut-être terminer sur un coup de gueule, parce qu'on en parlait juste avant de démarrer cette soirée. Vous me dites, on est incapable, alors c'est vrai que c'est un discours qu'on entend très souvent, on est incapable de conserver et de faire fructifier nos inventions. Pourquoi et quelle serait la solution? Je pense qu'il y a deux points. Il y a le problème du financement et le problème de la vision. Il y a encore trop de boîtes françaises qui font du B2BB, Born to be bought, né pour être racheté. J'ai connu ça dans les années 2000. Il y avait eBazaar qui avait été créé juste pour être racheté par eBay. C'est un exemple. Je travaille dans 2 boîtes suédoises, c'est pareil. Elles se mettaient où les Américains n'étaient pas pour être rachetés. Et c'est un problème d'ambition, de vision et de financement. On est incapable de faire grossir des boîtes en ETI et encore plus incapable de les faire passer en leaders mondiaux. Et un des exemples que j'ai, c'est Aldébaran. Aldébaran, on a perdu le management de cette boîte-là, qui était une boîte française. Les ingénieurs sont encore en France, mais c'est une boîte qui est passée sous pavillon japonais. Parce que eux se projettent dans l'avenir, et l'exemple que j'ai, c'est Toyota. Toyota est en train de dire, peut-être que dans 20 ans, je ne fais plus de voiture, je fais que des robots. Le jour où j'entends quelqu'un de Renault dire ça, je reviens. J'espère revenir avant.
Mais c'est ça, c'est qu'on a un problème de vision, et la vision, elle est au niveau des entrepreneurs et aussi au niveau des banques, des banques, du financement des banques. Moi, merci à la BPI, nous on a fait une levée de fonds. Vous n'imaginez pas le bazar que ça a été pour lever pas grand-chose par rapport à vous, très très peu. C'est hallucinant, les clauses qui sont mises dans les packs d'actionnaires par les financiers, les conditions demandées par les banques. Vive la BPI. Franchement, BPI, alors je ne sais pas à Paris, mais en province, nous a beaucoup aidé. Donc là, il y a du bon, il y a du moins bon en termes de financement. Donc entre la vision à tous les niveaux, il n'y a pas de vision française de la politique industrielle. Quels sont les secteurs digitaux qu'on veut défendre? Alors, il y avait des projets prioritaires. On voit malheureusement un certain nombre de sociétés françaises passer sous pavillon étranger parce qu'ils ont une stratégie. Nous, non. Il y a l'empire digital américain, il y a l'empire digital chinois. C'est les seuls qui sont capables de s'émanciper par rapport vraiment aux Américains sur un certain nombre de sujets. Et nous, on est au milieu, on a tout pour réussir, on a des centres d'excellence dans toute l'Europe et on est un foutu de bosser ensemble. Et qu'est-ce qui ferait qu'on changerait nos habitudes? Il faudrait qu'il y ait un assouplissement. Il y a plein de Français qui réussissent, mais souvent beaucoup quand même à l'étranger. Quand on va à San Francisco, je fais des voyages de veille là-bas, j'organise des voyages de veille, je crois qu'il y a 60 000 Français, donc les ingénieurs, il n'y a pas de discussion. Les ingénieurs français sont adorés, puis ils sont beaucoup moins chers que les ingénieurs américains. On est un peu le tiers-monde pour eux, ils sont deux à trois fois moins chers. Ils adorent avoir des centres de R&D en France, c'est beaucoup moins cher. Donc il faudrait qu'il y ait une impulsion, un travail avec les pouvoirs publics, trop de réglementation et autres. Je trouve que le boulot de France Digital, par exemple, est intéressant. Il faut arrêter de réfléchir et de freiner ce qui est en train d'arriver. Plus on freine, plus on va se faire dévisser. C'est un vrai problème. Donc quand on voit l'URSSAF qui attaque Uber, je n'ai pas dit qu'Uber était super clean, mais franchement, ça permet notamment, on va être clair, ça permet notamment à des gens de banlieue d'avoir un boulot et d'être fiers de bosser. Ils sont fiers pas de gagner beaucoup d'argent, ils sont fiers d'avoir un costard propre et d'avoir une belle voiture. Je vous le dis, c'est un article qui est sorti, on en a parlé aux États-Unis, on n'en parle pas en France. Donc c'est le genre de truc, des blocages, l'ascenseur social est complètement bloqué. Et c'était une très bonne émission de l'anglais aussi sur le fait que, en fait, on voyait que les baby boomers avaient préempté la richesse. On avait inversé la pauvreté entre les jeunes et les seniors. C'est les seniors qui étaient entre guillemets pauvres il y a 30 ans. Maintenant, c'est les jeunes qui sont pauvres. Et c'est les seniors qui sont en plus grande majorité riches. Là, c'était de l'économie qui était plus basée sur l'immobilier, la pierre, c'était fabuleux. C'était exceptionnel comme démonstration. Donc on est bloqué, on est complètement bloqué, et puis ceux qui ont le pouvoir ne veulent pas le lâcher. Alors dans des pays ils le font, dans d'autres non, et en France ils veulent pas. Voilà, on termine sur un coup de gueule. Dernier, pour être quand même sur du positif, dernier conseil que vous adresseriez aux entrepreneurs qui sont dans la salle et qui sont encore un peu frileux sur le digital ou qui n'y croient pas. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le digital, avant on disait oui, ça isole le monde, on reste dans sa bulle, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. On a vu avec l'économie participative, par exemple, des allovoisins.com pour s'aider entre voisins, etc. Donc aujourd'hui, c'est le contraire, c'est se faire un vrai réseau. Et quel est le conseil que vous avez envie de donner à ceux qui n'y croient pas encore toujours? Bonne chance. Non, parce que, je veux dire, à un moment, c'est pas vous qui drivez le changement, c'est le consommateur. Le consommateur est digital. Donc si vous n'êtes pas digital, dites au revoir à beaucoup de vos consommateurs. Sauf peut-être les 30% de réfractaires. Ça, ils resteront à la machine à écrire. Je ne peux rien faire pour ça. Mais soyez conscients, le problème c'est qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Si vous ne pratiquez pas, vous ne pouvez pas savoir. Moi je suis très content d'être dans un incubateur par des entrepreneurs. Je suis chez 50 Partners. C'est un incubateur, vous avez 50 entrepreneurs qui savent ce que c'est que la vie. C'est des gens comme vous, c'est pas des gens qui ont fait 20 ans chez Samsung et qui disent ouais je sais comment ça marche une start-up. C'est des gens qui savent comment ça fonctionne. Et 50 entrepreneurs, je me régale, je rencontre des gens fabuleux.